En effet, il était aimé des artistes, des sportifs et même des politiques. Ange Didier Houon pour l'état civil, DJ Arafat pour ses millions de fans. Une semaine après sa mort, nous avons voulu revenir sur son œuvre, son héritage, sa trajectoire. On en parle avec nos invités, l'animateur Claude Issiard et le chanteur Mewey. Mais avant de les accueillir, un extrait du morceau qu'il a rendu célèbre, Hommage à Jonathan. Exemple, le bac qui a trop bas niveau supérieur, Arafat toujours Moana. Hommage à Didier Jonathan. Ouais, joli magicien. Jonathan, Jonathan, Maelo. Maelo, Maelo, Maelo. Hommage à Jonathan par DJ Arafat, Claude Issiard, bonsoir. Mais ouais, bonsoir, soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Alors vous êtes producteur et animateur de l'émission Couleur Tropicale. On ne vous présente plus auprès de nos téléspectateurs africains. On va passer à Mewey. Auteur, compositeur, interprète, icône du Zoblazo, on ne vous présente plus non plus. Mais on vous a invité surtout parce que vous avez très bien connu DJ Arafat. Absolument. Vous avez une relation particulière avec lui. Oui, je souhaiterais tout d'abord saluer sa mémoire, la mémoire de notre illustre défunt, adresser mes condoléances aussi à sa famille, à la famille de la musique ivoirienne et à la grande famille de la musique africaine aussi. Et aussi avoir une compassion pour celle qui a été percutée, qui est la journaliste de Fréquence 2, qui a connu aussi, qui a eu des séquelles suite à cet accident. Et dire par la suite, par rapport à votre question, que je l'ai connu. Oui, je l'ai connu. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé longuement, plus d'une décennie avec son père, qui était notre ingénieur de son. Et donc, il nous a côtoyés tout ce temps-là. J'ai été même le parrain de son premier concert à Abidjan, à Yopougon. Donc je l'ai vu grandir dans le métier, je l'ai vu progresser. Et aujourd'hui, j'avoue que c'est une grande perte pour la musique ivoirienne. Oui, on a recueilli effectivement les réactions à Abidjan, d'ailleurs d'un autre artiste, DJ Moukoulou, qui l'a connu très bien. Moulokoukou DJ. Moulokoukou DJ, qu'il a connu, et qui nous parle de lui et de ses débuts à la rue Princesse à Yopougon. On écoute. On a partagé beaucoup de choses ensemble puisqu'on a commencé ensemble à la rue Princesse. Je l'affectionnais lui pareillement. Donc on arrivait à se conseiller, on se donnait des conseils. On n'avait pas la langue dans nos poches, on se disait la vérité. Quand il s'agissait de j'ai dit la vérité, on arrivait à se parler. C'est dur, c'est très dur. C'est très dur. C'est très dur. Je ne savais pas que je pourrais parler d'Arafat au passé. Claudie, on surnommait DJ Arafat le roi du coupé-décalé. Pourtant, ce n'est pas lui qui a inventé le genre, mais c'était vraiment devenu l'icône. Comment ça se fait? Quel a été son parcours pour arriver à la place qu'il a occupée? Michael Jackson n'a pas inventé la pop, et pourtant c'était bien lui le roi de la pop. On est dans cette même dimension-là. Voilà quelqu'un qui est le fils, merci Mewey d'avoir rappelé la mémoire aussi de Houon Pierre, puisqu'il nous a quittés le 31 octobre 2012, et de Tina Spencer. Et voilà un artiste qui, à la fois, est un peu livré à lui-même en termes d'éducation, qui, pour se payer ses jouets, lorsqu'il était enfant, vendait du poisson. Voilà quelqu'un qui, plus tard, se retrouve DJ à la rue Princesse, et il a une soif de vie, mais extraordinaire. Lorsqu'on le voit, il n'a que 17 ans dans ce titre, Jonathan, premier succès, on voit un petit jeune, un garçon juvénile, mais on sent bien une détermination. Et puis tout va s'accélérer, parce qu'il signe un énorme tube, mais surtout, tous ceux qui le rencontrent, qui le côtoient, comprennent que ce garçon-là a une énergie extraordinaire. Justement, mais ouais, vous l'avez connu, vous me disiez, vous l'avez connu enfant même, vous l'avez quasiment vu naître parce que vous travaillez avec son père, vous connaissez aussi sa mère qui est une grande artiste, Lady Glamour. Oui. Quand est-ce que vous avez perçu que cet enfant que vous avez connu est devenu un grand musicalement parlant? Mais c'est inné, c'est inné quand on est d'une mère chanteuse. D'un père ingénieur de son, chanteur, guitariste, arrangeur, et qui est lui-même tenancier de maquis. Tu sais ce que c'est, les maquis chez nous? Qui avait un grand restaurant. C'est-à-dire qu'il est né dans des décibels. Il n'y avait que ça
qu'il entendait, quoi. C'est-à-dire, ça a bercé son enfance. Donc, logiquement, je pense qu'il n'est pas arrivé à la musique par hasard. Quand on est de deux parents musiciens et qu'on grandit dans cet environnement-là, forcément, on finit par en prendre goût. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, parce qu'il pardonnait même à son père de ne pas avoir été, donc mon Pierre, de ne pas avoir été très présent. Il disait, mon père était occupé avec sa musique. Donc aujourd'hui, lorsqu'il parlait de lui récemment, il lui pardonnait tout. Parce que lui, aujourd'hui, il comprend. Mais il est clair que son père ne voulait pas qu'il soit. Et oui, il ne voulait pas. Ni son père, ni sa mère ne voulaient qu'il soit musicien. Hein. Ça s'est fait un petit peu par hasard. Mais vous avez dit quelque chose d'intéressant, Claudie. Vous avez dit que c'était un enfant qui était un petit peu laissé, livré à lui-même. Mais oui, vous l'avez connu. Expliquez-nous ça un petit peu. Quelle enfance a-t-il eu? Il a quitté très tôt le cocon familial pour des raisons que tout le monde connaît. Ses parents ont divorcé. Ils se sont séparés. Donc, à un moment donné, il est parti avec sa mère. Et sa mère étant chanteuse très active à l'époque, elle l'a confié à sa grand-mère. Et c'est sa grand-mère qui l'a élevé. Sa grand-mère aussi, qui était fonctionnaire international et tout, a dû être affectée ailleurs et ne pouvait pas partir avec l'enfant. Donc du jour au lendemain, le petit est livré à lui-même. Il se retrouve à se prendre à charge mineur. Et c'est comme ça qu'il se retrouve à Yopougon à faire son apprentissage dans le milieu des DJ. Voilà. Alors, on va revenir sur sa vie personnelle, son enfance, sa trajectoire. Je voudrais qu'on parle encore un petit peu de son poids dans la musique africaine. Alors, quand il est mort, les réactions étaient nombreuses, et de partout d'ailleurs. On a eu des stars de la musique africaine, Koffi Olomide, l'artiste José, qu'il a bien connu, des sportifs comme Didier Drogba, des rappeurs français aussi, Karis, MHD, Mokobé, et puis aussi le Nigérian, Davido. D'ailleurs, Davido et DJ Arafat étaient un peu les deux poids lourds de la musique africaine, Davido chez les anglophones, chez les Nigérians. Comment est-ce que vous expliquez, Claudie, qu'il soit arrivé à avoir cette stature internationale, cette stature, ce poids lourd face aux géants, aux monstres que sont les Nigérians en Afrique? Il est né sur une terre hautement musicale qui est la Côte d'Ivoire. On a avec nous le dépositaire du Zoblazo, un artiste qui a inventé une musique. Cette Côte d'Ivoire-là, son terreau est riche en termes de créativité. Et vous avez la bonne graine qui est plantée dans cette terre-là. Et avec un artiste qui, lui, n'a pas de limite. DJ Arafat, c'était un artiste libre. C'est-à-dire qu'il s'émancipait de tout. Lorsque d'ailleurs j'ai dit, au moment de l'hommage, j'ai dit cet artiste-là symbolisait une jeunesse en quête d'émancipation. Certains qui se réclament du panafricanisme m'ont attaqué en disant mais comment peux-tu dire ça? Oui, dans une Afrique francophone, où certains, politiquement parlant, sont un petit peu sclérosés, vous aviez un artiste qui était capable de s'émanciper des codes, qui était capable de briser mais tous les alors tous les tabous, mais aussi tout le mode de fonctionnement même de l'industrie de la musique, et qui lui était tellement libre parce qu'il avait été effectivement probablement livré à lui-même. Et c'est quelqu'un qui s'est mis à créer. Il n'avait que faire que le coupé-décalé se jouait de telle façon, ou que le rock de telle façon, ou que le R&B de telle façon. Lui, il était là pour mélanger tout ça et pour dire regardez, moi j'existe. Lorsque vous avez un artiste comme ça, dans une Afrique, vous avez montré au début du journal ces jeunes qui sont en quête d'un Eldorado, qui viennent vers l'Europe. Lorsque vous avez un artiste qui est capable de dire à une jeunesse regardez, il est possible que vous réussissiez, il est possible aussi que vous vous émancipiez de tout ce qui vous oppresse. Oui, il a un impact sur la jeunesse. Et sa musique, elle était le reflet de tout ça. C'est pour cela également qu'il a eu autant de succès. Tu disais, la musique africaine est en deuil. Il n'y a pas que la musique africaine, c'est le monde de la musique. En effet. Et d'ailleurs, il avait signé chez un grand label, après avoir commencé Universal. Et justement, on est allé voir Moussa Soumbounou, le DG d'Universal Afrique. On va l'écouter. Il avait ça de particulier, que c'était un leader, un créateur de mouvement. C'était un trendsetter. Arafat inventait des modes de vie, de lifestyle. Il a changé la manière de danser, de parler, de faire la fête de millions de personnes. Il a révolutionné la musique africaine. Arafat est le vrai inventeur de l'afro-trap. Arafat est le vrai inventeur de l'afro-pop. Arafat est l'inventeur d'un tas de choses
qu'aujourd'hui des jeunes du monde entier dansent sans savoir que leurs propres artistes ont été influencés par Didier Arafat. Il portait bien son nom d'influamento. Il a donné de l'espoir à tout un continent, à toute une jeunesse, d'abord de son quartier d'origine et ensuite de toute la Côte d'Ivoire, de toute l'Afrique et finir par donner ce message d'espoir à toute la diaspora. Il nous laisse un héritage, un message qui nous dit « Ayez confiance en vous, faites des grandes choses, l'Afrique c'est super, on peut avancer, on peut faire des choses extraordinaires. » Et c'est ça, c'est ce message-là d'espoir, ce message-là de dépassement perpétuel, ce message-là d'envie de se surpasser, de renouvellement que laisse Arafat à l'Afrique en dehors du catalogue musical exceptionnel qu'il laisse derrière lui. Voilà, on vient d'entendre le DG d'Universal Afrique nous parler de son apport dans la musique africaine. Je voudrais qu'on écoute tout de suite un autre grand producteur qui s'appelle David Monceau, qu'il a connu à ses débuts. Tout le monde le connaît en Afrique. C'est le grand producteur des artistes africains, vous le connaissez bien, mais ouais, il l'a connu très jeune. On l'écoute. Il était difficile à structurer. Si on veut bien voir quelqu'un qui souffrait beaucoup à l'intérieur, quelqu'un qui avait peut-être un passé un peu compliqué, et qui était, je ne sais pas si je peux dire le mot frustré ou quoi, mais il essaie de se faire une carapace, mais c'est quelqu'un qui souffrait beaucoup. Il était plutôt dans une ambiance où il ne savait pas que être artiste, c'est une carrière qu'il faut gérer et que c'est, comme on appelle, c'est un vrai travail de fond, parce que c'est une structuration où on pouvait l'amener plus loin. Lui, il n'avait pas ça dans la tête. Lui, c'était un peu un jeu d'enfant. Pour lui, je garde de lui une image d'un jeune homme que j'avais rencontré quand il avait 18-19 ans, poli, respectueux, souriant et timide. Voilà la seule belle image que je garde de lui, mec travailleur, et qui aimait sa musique, et qui aimait ce manque d'amour qu'il a eu, qu'il voulait donner aux gens. Mais ouais, on nous parle d'un artiste fragile avec ses failles, qui vivait dangereusement. Il aimait la moto, il est mort à moto, il a chanté la moto. Il a été lancé par un tube qui parlait d'un de ses amis qui est mort à moto. Est-ce que vous en parliez avec lui de cette passion ? Je l'ai dit depuis le drame et que je m'en veux un peu de n'avoir pas été là quand il le fallait. Ce n'est pas de ne pas avoir essayé. C'est quelqu'un qui était quasi inaccessible. Au téléphone, j'ai jamais réussi à le joindre. On se rencontrait toujours par hasard, à la maison, ou dans la rue, ou à un festival, ou à un concert. Du coup, j'ai pas pu, sincèrement, après la mort de son père, jouer le rôle que j'aurais pu. Que vous auriez souhaité jouer. J'ai peut-être une question à poser à Claudie, un petit peu sur le showbiz, enfant du showbiz, enfant de parents divorcés, enfant livré à lui-même. David Monceau en parle un petit peu, est-ce qu'il était assez fort pour le showbiz? Au fond, est-ce que le showbiz, finalement, ne se nourrit pas de ces créatures pour les dévorer à la fin? Est-ce que c'est pas aussi sa trajectoire? J'ai envie de dire que ce n'est même pas la question. Ce qui est important, c'est l'artiste qu'il représentait, la posture qui était la sienne. Et c'est ce que l'on attend d'un artiste. On attend que de pouvoir lire, entendre, aimer ou détester ses failles. On attend d'un artiste qu'il soit exubérant, extravagant. Est-ce qu'il a été suffisamment protégé par le milieu? Ce n'est même plus la question. Il était lui et des millions de gens l'ont suivi. Ça veut dire qu'on s'est tous reconnus en lui. Et tous celles et ceux qui aujourd'hui essaient de salir sa mémoire en disant ce n'était pas un artiste parfait, c'était un être humain comme les autres. Et si des millions de gens l'ont suivi, c'est parce que c'était l'homme qu'il nous fallait à un moment donné. Claudie Siard, mais voilà, ouais, merci beaucoup à vous d'être venu nous parler de DJ Arafat.